BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H. Ce soir, c'est la rentrée du Cercle des économistes, notre rendez-vous hebdomadaire, vous le savez, avec comme économiste ce soir Françoise Benamou. Elle est professeure d'économie à Paris 13, c'est l'une des meilleures spécialistes de l'économie du monde de la culture. Françoise Benamou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec votre cartable, bien sûr. Et puis Christian de Boissieu, vice-président du Cercle et professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, professeur d'économie monétaire. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis votre professeur d'économie sur BFM Business et BFM TV, en l'occurrence Emmanuel Le Chip. Bonsoir Emmanuel. J'étais l'élève de Christian de Boissieu. Voilà, comme ça c'est dit, c'est renvoyé dans On ses voit buts. qui est le maître et qui est l'élève. Alors, au menu ce soir, au menu, messieurs, un petit peu de sérieux, le G20. Le G20 qui se termine en Chine avec un communiqué qui nous a presque un peu surpris puisqu'il appelle à une relance budgétaire par tous les moyens. Et puis on reviendra bien sûr avec vous, notamment Françoise Benamou, sur cette sanction européenne contre Apple, en l'occurrence, avec l'État irlandais qui ne veut pas, qui fait appel de cette sanction. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? On parle de G20, de ce communiqué. Il faut faire de la relance budgétaire. C'est le retour de Keynes. Christian de Boissieu. C'est simplement le constat qu'on ne peut plus faire grand-chose du côté monétaire parce qu'on a tout fait. Alors il y a les réformes structurelles dont on parle toujours, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre. Alors quand on réfléchit aujourd'hui d'où peuvent venir les marges de manœuvre, on pense plutôt, compte tenu de ce que je viens de dire, à la politique budgétaire et fiscale. Moi, ce qui me frappe, c'est que on en parle beaucoup depuis 15 jours. Angel Gurria, le secrétaire général de l'OCDE, en avait parlé également avant la réunion du G20. Et je pense qu'il a eu un impact, une influence sur le communiqué du G20, puisqu'il était lui-même en Chine. Il avait parlé à ce même micro. Voilà, il était en Chine. Simplement, moi, le problème que je me pose, c'est qui peut augmenter les dépenses publiques aujourd'hui. Je veux dire par là, du côté français, je vois pas tellement de marge de manœuvre. Il y a l'Allemagne. Bon, alors, voilà, c'est l'Allemagne qui est proche de l'équilibre budgétaire et qui doit faire plus du côté budgétaire. Est-ce que c'est l'Allemagne qui est visée par ce communiqué sans être citée? On vise donc, ça veut rien dire globalement relancer les dépenses budgétaires. Ça veut dire que certains pays qui ont des marges de manœuvre en matière budgétaire et fiscale doivent les utiliser et surtout pour financer des dépenses d'infrastructures. Ça a été évoqué par Madame Lagarde, la patronne du FMI à plusieurs reprises. Françoise Benamou, vous. Oui, je crois que l'idée c'est aussi de réallouer peut-être les dépenses publiques dans un sens vers plus d'innovation, vers des industries qui sont plus porteuses à effet multiplicateur. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là, c'est-à-dire là où on peut augmenter les déficits publics, c'est-à-dire pas dans beaucoup de pays, le faire, et puis sinon plutôt jouer sur cette réallocation. Est-ce que c'est notamment cette obligation verte qui a lancé là aussi de Pékin, de Hangzhou en l'occurrence François Hollande, en disant comme ça on va financer des grandes infrastructures pour lutter contre le réchauffement climatique, ça c'est dans le cadre évidemment de la signature de l'accord de Paris, ça va aussi dans ce sens-là de relance budgétaire? Bien sûr, en même temps c'est un peu un serpent de mer, c'est-à-dire l'économie verte qui va nous permettre de sortir de la crise, on l'a beaucoup entendu. Bon, on va doucement vers ça, mais doucement. Christian Boissieu, est-ce que vous avez été surpris quand même par ce communiqué, cet appel à la relance budgétaire? Un peu, mais je pense que les interviews la semaine dernière de Angel Gurria a annoncé ça. Et deuxièmement, moi, ce qui me frappe dans le communiqué du G20, c'est que c'est vraiment du G20, du style G20. Je veux dire par là que ils disent faut lutter contre le protectionnisme, il faut relancer le commerce mondial, parce qu'aujourd'hui, la croissance du commerce mondial est autour de 3%, donc n'est pas plus rapide que la croissance du PIB mondial, alors que durant les 30 dernières années, le commerce extérieur, le commerce mondial augmentait pratiquement 2 fois plus vite que le PIB mondial. Donc nous sommes dans ce contexte où il y a une certaine fragmentation du commerce international et des tentations de repli, de fermeture, en tout cas partielle. Et au fond, c'est le président chinois qui dit ça, qui, en tant que président du G20 cette année, et président de la réunion de Hangzhou, au moment où la Chine est accusée de dumping, de se protéger de surcapacité en matière d'acier, au moment où il y a un vrai débat
sur l'arrêt des négociations entre les États-Unis et l'Europe, qui peut avoir des conséquences. On va en revenir parce qu'il y a quand même c'est le même des opinions publiques, bien sûr, qui sont contre cette mondialisation. Il y a même, on voit bien que le protectionnisme est de plus en plus présent, et du reste, le G20 a fait un appel justement pour lutter contre les mouvements populistes, et notamment qui préconisent le protectionnisme. Emmanuel Le Chypre, vous avez été surpris vous, par cette, ce communiqué du G20 qui est un peu sorti comme malgré tout du chapeau, malgré les déclarations des uns et des autres. Oui, quand même, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même les communiqués du G20, c'est quand même chaque mot est pesé, c'est quand même l'objet d'un consensus. Donc effectivement, qu'il y ait déjà eu des appels en ce sens comme ceux de Angel Gurría, etc. Et que ça vienne après, c'est pas très étonnant. Ce qui est étonnant, c'est quand même que ça y est, on a l'impression que c'est une idée qui fait consensus. Et notamment parce qu'on a aussi, à mon avis, changé d'idées grâce aux travaux des économistes sur les effets des politiques d'austérité. Puisqu'on est avec le cercle des économistes, il y avait une conférence à Aix début juillet, notamment Patrick Artus avait mis en avant les travaux qui montraient qu'effectivement le fameux effet multiplicateur, c'est-à-dire quand on réduit de 1% le déficit public, de combien ça pèse sur la croissance, et ben les derniers travaux montraient que ces effets-là étaient beaucoup plus importants que ce qu'on avait cru initialement. Réduire de 1% le déficit public, ça pouvait coûter jusqu'à 2,5 points de croissance. Et donc ça, c'est aussi quelque part quand même un élément qui explique ce revirement. Et puis quand vous avez des taux d'intérêt aussi bas qu'ils sont aujourd'hui, franchement... Vous avez dit le mot revirement. Françoise Benamou, pour vous, c'est un revirement, ce qui a été ce que le G20 dit ce soir? Ça se préparait depuis longtemps. Hein. Oui. On l'a dit à propos de l'OCDE, même le FMI avait évolué là-dessus. Donc je pense que c'est pas tout à fait un revirement. On est peut-être allé au bout d'une politique et il faut en choisir une autre. On est allé au bout de la rigueur budgétaire, des 3%, du reste, hein, pour ce qui concerne évidemment les pays européens, et qu'aujourd'hui, ça y est, on ouvre les vannes. Alors, juste, et je poursuis ma question quand même, Christian Boissieu. Est-ce qu'on ouvre les vannes parce qu'il y a un changement aussi de leader nationaux? Barack Obama, il s'en va. Angela Merkel, on ne sait pas, enfin, est-ce que 4e mandat ou pas. François Hollande, il s'en va. En tout cas, c'est la fin de son quinquennat. On verra la suite. Est-ce que ça peut jouer aussi? Ça peut jouer, bien sûr, dans beaucoup de pays. Simplement, c'est là où il va y avoir, comme d'habitude pour le G20, un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on ne fait pas derrière. Je veux dire par là, je suis persuadé que Mme Merkel, par-delà sa défaite régionale ce week-end, je suis persuadé que Mme Merkel, en rentrant chez elle, va pas demander à la CDU et à ses partenaires de la coalition... Et pourtant, elle vient de subir un échec, donc ça pourrait lui faire du bien aussi. Oui, mais je veux dire par là que on peut être d'accord à Hangzhou autour de la table pour dire faut faire ça. Vous avez du côté du G20 un vrai problème de manque de crédibilité, et depuis des années, depuis qu'on a relancé le G20 à la fin 2008, je veux dire... C'est un communiqué plein de bonnes intentions qui est contre personne, d'une certaine façon. Et puis chacun rentre chez soi et fait ce qu'il veut. Et donc moi, je pense qu'il y aura un écart, comme d'habitude, entre cet appel à la relance budgétaire et ce qui se passera derrière, qui sera sans doute... pas terrible, je veux dire pas grand-chose, en tout cas du côté allemand. Ça, on l'a déjà vu en Europe. On nous avait promis le fameux plan Juncker, qui était censé relancer des grands projets d'infrastructure. 75 milliards, mais c'est pas budgétaire. Ça, c'est la BEI qui emprunte pour reprêter. Oui, d'accord. Il y a un peu de budget, il y a 4 ou 5 milliards de budget. On voit bien que là encore... Mais quels sont les outils, Emmanuel? Puisque, justement, le communiqué dit c'est la relance budgétaire par tous les moyens. Donc, Christian ou Françoise Benamou l'ont dit, on a tout fait sur le plan monétaire. Donc, qu'est-ce qui reste comme moyen, comme arme? Je pense qu'il y a deux pistes. Françoise l'a évoqué. Il y a d'abord réallocation des moyens. Ça, c'est sûr que vers les infrastructures. Vers les infrastructures. Mais c'est là où après il faut aussi craindre les erreurs d'interprétation politique nationale. C'est-à-dire que si les Français entendent, on va faire de la relance budgétaire, c'est-à-dire on va redonner du pouvoir d'achat en gros, on va faire une relance de la consommation, etc. C'est absolument pas ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est qu'au contraire, il faut relancer l'investissement. Parce que tout l'enjeu, et oui, c'est ça le risque. Tout l'enjeu, c'est quoi? C'est de dire, la seule façon qu'on a de sortir de cette crise et de rembourser des dettes qui sont déjà colossales, c'est de faire de la croissance, il n'y a pas le choix. Donc, il faut faire des dépenses qui vont augmenter notre potentiel de croissance future. Ouais. C'est ça l'enjeu. Christian Boissieu, il y a aussi un côté que je trouve intéressant quand même, c'est Christine Lagarde, cette fois-ci, qui a fait cette déclaration, toujours du G20, en disant qu'il faut faire attention au populisme qui s'en prend à la mondialisation, mais en même temps, la mondialisation... Rien compris, Christine Lagarde. Ouais, bon. C'est à Christian Boissieu que je pose la question. Oui, mais... non, mais est-ce que ça veut dire... C'est quoi? Je veux dire, effectivement, elle n'a rien compris, comme dit Emmanuel Le Chypre, parce qu'il se passe...
je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des tendances à une certaine fragmentation de l'économie mondiale, que ce soit en matière commerciale, également dans le domaine financier. Donc il y a des forces qui remettent en cause économique Mais on le sent bien qu'en ce moment il y a des nouvelles forces justement contre cette mondialisation, contre les traités. C'est le débat sur les inégalités qui est posé. À mon avis, derrière le débat sur la mondialisation, c'est le débat sur les conséquences de la mondialisation. Oui, mais Lagarde ne veut pas voir, Christian. Non, mais moi je veux les voir sur les inégalités entre pays et à l'intérieur des différents pays. Et je pense que là, il y a un sujet, mais ça appelle également donc un débat sur les politiques économiques nationales pour éventuellement corriger les inégalités, et ça appelle à un meilleur partage des gains de l'échange. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'échange, c'est le problème de la répartition des gains de l'échange. Il me semble qu'il y a deux débats. Il y a celui, c'est très juste, sur les inégalités, et il y a celui sur le retour des frontières. C'est-à-dire, mais c'est assez lié. Non, je ne sais pas que... Oui et non quand même. C'est-à-dire que ça, c'est la crise des migrants notamment qui a nourri cela, mais ça va beaucoup plus loin. C'est un retour des frontières aussi au plan économique. C'est ce que préconise par exemple mon invité de demain, en l'occurrence Arnaud Montebourg, qui a une forme de protectionnisme. En tous les cas, pour le Made in France, produire en France, pour booster en tous les cas les PME et créer de l'emploi en France. On voit aussi les Anglais sortir de certains traités, et pour aller vers quoi? Des négociations bilatérales au plan du commerce international. Ça, c'est le problème plus large des conséquences du Brexit. Exactement. Mais ça, de toute façon, Christine Lagarde, Arnaud Montebourg, c'est des logiciels d'il y a 20 ans. Christine Lagarde, qui pense que, en fait, si les gens sont contre la mondialisation, c'est parce qu'on leur a mal expliqué à quel point c'était formidable. Ce qu'elle a encore, puisque c'est la session de rentrée, ce qu'elle a encore dit à Aix, et qu'elle s'est fait moucher par la plupart des gens qui étaient à sa table ronde, parce qu'en gros le Brexit, tout ça, c'était la faute aux pauvres Anglais qui avaient rien compris à ce que la mondialisation pouvait apporter de merveilleux, et elle ne veut pas voir ce que dit Christian, c'est-à-dire les inégalités que ça procure. Et puis Montebourg, avec son protectionnisme, franchement, quand vous voyez qu'aujourd'hui le problème c'est plus tellement l'ouvrier chinois, le problème c'est le robot. Donc voilà, et tous les pays qui ont relocalisé, ils ont relocalisé en mettant des robots dans leurs usines, et pas en mettant des ouvriers. Donc là encore, c'est des vieilles réponses à des problématiques nouvelles. L'autre sujet que je voudrais aborder avec vous, parce que c'est assez lié du reste, même si c'est plus européen évidemment, c'est cette sanction contre Apple qu'a décidé la Commission européenne, 13 milliards d'euros. 13 milliards de dollars en l'occurrence, pardon. C'est absolument gigantesque. Ça pour avantages fiscaux, dissimulés. Françoise Benamou, je disais, vous êtes une meilleure experte sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis ce qui est encore plus étonnant, c'est quand même l'appel du gouvernement irlandais contre la décision de l'Union européenne. C'est quelque chose d'absolument passionnant, là, cette affaire, parce que ça fait longtemps que ça se discute. C'est une somme considérable, pas pour Apple. Apple a une trésorerie considérable. 13 milliards de dollars pour n'importe quelle entreprise, c'est quand même une petite somme. Ça montre qu'on a peut-être un outil auquel on s'attendait pas, qui est celui de la concurrence, c'est-à-dire la lutte contre les avantages fiscaux induits qui sont donnés par un pays à une grande entreprise, pour essayer de mettre le pied dans une politique qui serait une politique fiscale européenne, ce qu'on n'est jamais arrivé à faire jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on a utilisé cette arme de la concurrence pour essayer de traiter la question fiscale. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Apple a négocié avec l'Irlande. On va pas rentrer dans le détail. On connaît le truc. Non, moi je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Est-ce que c'est Apple dit c'est dangereux pour l'emploi en Europe, en France? Est-ce que ça veut dire que les grandes plateformes vont disparaître Non, je ne crois rien, parce que l'Europe c'est un marché en tant que tel, et il va falloir que les grandes plateformes apprennent à payer leurs impôts. Alors peut-être pas la totalité au départ, mais en tous les cas, ma question, composer autrement. Elles le feront, je pense. Elles le feront, je pense, parce que si vous voulez, elles vont pas se retirer de l'Europe. L'Europe, c'est 300 millions d'habitants, ce sont des gens qui utilisent Internet, qui sont suréquipés dans ce domaine, et donc elles vont pas se retirer, elles vont composer avec cette nouvelle Europe un peu plus forte et un peu plus exigeante au plan fiscal. Je trouve ça très intéressant. Monsieur, vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour qui? Est-ce qu'on est naïf? Est-ce que on croit qu'on va les avoir? Alors cesse d'être naïf. Moi, je pense que l'Europe paye le prix de ses incohérences dans cette affaire. Si l'Union européenne avait réussi à traiter le problème de la coordination fiscale ou de la convergence fiscale, elle serait pas dans la situation paradoxale où elle court
après des pays et des entreprises qui profitent de paradis fiscaux comme il existe en Europe, mais ces paradis fiscaux, ils sont aussi le résultat d'une certaine impuissance européenne. Et c'est là où je dis, moi je suis très étonné dans cette affaire de la manière dont les choses sont faites, parce que M. Juncker, qui a tapé du poing sur la table vis-à-vis d'Apple, vis-à-vis de l'Irlande, en disant il faut qu'Apple paye, il faut que l'Irlande accepte, et les Irlandais, on comprend de leur point de vue pourquoi ils veulent pas... 6 000 emplois. Voilà, et puis ça fait des sous malgré tout. Ils ont un taux de l'impôt sur les sociétés à 12,5%, et dans le cas d'Apple, c'était pratiquement zéro. C'était 5, je sais pas, 10 millièmes. Bon, c'était rien du tout. Donc, on est confronté aux incohérences de la construction européenne à travers cette affaire, et je pense que la personnalité du président de la Commission en rajoute une couche. Vous vous souvenez quand M. Juncker est arrivé à la présidence de la Commission, il a été fragilisé, on peut discuter à tort ou à raison, il a été fragilisé par le fait qu'il était Premier ministre du Luxembourg et que par une campagne, oui. Et je pense qu'il est toujours gêné par ça. Je pense qu'il y a des problèmes de gouvernance européenne qui sont faibles. Je ne vois pas la possibilité d'avancer très vite sur ces dossiers de convergence fiscale. Sur l'impôt sur les sociétés, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le même taux. Donc, on a, à Bruxelles, déplacé le débat vers le rapprochement de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Bon, là, le débat, c'est pas tellement... L'assiette, c'est le taux. Quand on raisonne sur Apple et les autres. Et puis, il y a eu d'autres entreprises, Starbucks à Bruxelles ou à Amsterdam, il y a eu d'autres entreprises qui ont béni. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer, là, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe? Françoise Benhamou. Bon, ben pour l'instant, là, l'Irlande résiste. Hein, ouais. On voit bien pourquoi, hein, pour des raisons d'emploi, de rentrée fiscale, mais surtout d'emploi, et le fait qu'elle a bâti son redressement économique sur ces avantages fiscaux qu'elle donnait aux grandes entreprises, qui font qu'elle s'installe fictivement chez elle. Donc, je pense que l'Irlande va essayer de résister, mais je pense que la Commission, elle aussi, va essayer de résister. Parce que sur le plan fiscal, il faut l'unanimité, donc on peut rien faire. En revanche, on a une politique de la concurrence qui permet de requalifier en aide publique des avantages fiscaux quand ils sont complètement indus. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'impôt sur les sociétés de 12,5% en Irlande, et c'est 0 à 1% pour les grandes entreprises. Donc ça ne peut plus durer. Emmanuel Le Chiffre, vous dites youpi, l'Europe, Bruxelles s'est réveillée, ou vous dites au contraire, c'est un combat d'arrière-garde contre des Apple et des Google? Il y en a marre de se faire maltraiter par les Américains qui nous plument nos banques et de façon... Et que donc je trouve ça normal qu'on réagisse. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une séquence où enfin, sur 2 ou 3 dossiers, après avoir subi la crise des migrants, la crise financière, où on s'était dit l'Europe, c'est toujours trop peu, trop tard, etc. On a 2-3 dossiers, comme le dossier Apple, comme le dossier sur l'acier, par exemple chinois, comme le dossier sur le TAFTA, où on se dit bah quand même le niveau européen c'est important parce que on serait quand même tout seul, trop petit pour négocier tout un tas de sujets, et voilà, peut-être que l'Europe entre dans une séquence sous un jour un peu plus favorable. J'espère que vous avez raison. Christian de Boissieu. Et je le souhaite. En même temps, pour les raisons que rappelait François, c'est-à-dire l'unanimité en matière fiscale, je pense qu'on va continuer, alors même sans la Grande-Bretagne, même après Brexit dans 2 ans, 2 ans et demi, on va se retrouver à 27. C'est pas la zone euro qui décide sur ces problèmes fiscaux, c'est l'Union européenne. Et donc, tant qu'on n'a pas levé la règle de l'unanimité, on est très très gêné. C'est une règle qu'il faudrait lever, parce que c'est pas le seul sujet sur lequel on se retrouve coincé par la règle de l'unanimité. Par exemple, sur le traité sur le climat, il faut que ce soit toute l'Europe qui le ratifie, sinon ça compte pas. Hein, on peut pas la France a ratifié, mais en réalité, ça doit être l'Europe en entier. Et sur beaucoup de sujets, on se retrouve coincé par ça. Et il est clair que la règle de l'unanimité, c'est une règle qui est destructrice. Y compris en matière de politique étrangère et de sécurité. Exactement. Il faut l'unanimité. On va revenir. Se déroulaient le week-end dernier les rencontres d'Évian, donc ils sont totalement à huis clos, mais évidemment il y a toujours quelques fuites. Il y avait Angela Merkel et François Hollande qui sont venus juste avant de partir pour la Chine avec des grands chefs d'entreprise, notamment pour parler du Brexit, de parler des conséquences sur l'Union européenne. En fait, on se dirige vers une Europe à
j'ai envie de dire, à 25 vitesses, on va dire, et notamment avec un coup franco-allemand qui, lui, va aller vers plus de concentration. Vous croyez en oui, mais moi, je pense que le couple franco-allemand doit rester très important. Mais il y a plus que ça. Mais non, mais moi, le rapprochement, il aura lieu d'abord au niveau franco-allemand. Oui, mais je pense qu'il faut profiter, entre guillemets, je mets profiter du Brexit, pour faire monter en régime des pays d'Europe du Sud qui méritent d'être associés à la gouvernance européenne beaucoup plus qu'ils le sont. Je pense à l'Italie et à l'Espagne. Même si ces pays sont fragiles, je pense à l'Italie qui a des problèmes bancaires importants en ce moment, je pense que l'Europe, c'est pas uniquement le couple franco-allemand. D'accord. Françoise Benamou, on va décidément vers une Europe à plusieurs vitesses ? À plusieurs vitesses, c'est évident, et sur différents sujets. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut des noyaux durs. Et Christian a raison de dire, il y a le couple franco-allemand, mais élargi, parce que sinon, c'est mal vécu par les autres pays. Emmanuel ? Vous croyez? Ah non, je crois que la clé, elle est dans un changement de gouvernance, effectivement. Alors peut-être pas franco-allemand, je pense qu'il y aura moins de cercles que ça, mais effectivement, il va y avoir une re-hiérarchisation de toute façon des rôles et du poids de chaque pays, c'est sûr. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous, premier rendez-vous du Cercle des économistes. Merci Françoise Benamou. Merci Christian Boissieu. Merci Emmanuel Le Chypre. On se retrouve bien sûr demain, 12h30, 13h. Et bien, mon invité, justement, on parlera du protectionnisme, surtout du Made in France. Ça sera Arnaud de Montebourg. Il est candidat à l'élection présidentielle. À demain.